Un juge respecté prononce une peine de 60 ans contre un jeune homme qu'il croit coupable, mais lorsqu'une pièce à conviction oubliée refait surface, elle révèle un réseau de corruption si profond qu'il ébranle le système judiciaire jusqu'à ses fondations. Ce jour-là, la salle d'audience de Fresno, en Californie, était bondée. L'air était lourd, non seulement à cause de la chaleur estivale, mais aussi du poids de la décision sur le point d'être rendue. Tous les regards étaient fixés sur le juge Malcolm Brewer, un homme dont la réputation le précédait. Il n'était pas réputé pour sa compassion ou pour accorder de secondes chances, ses jugements étaient rapides, fermés, de l'avis général, inébranlables. À 62 ans, après 35 ans de carrière judiciaire, son visage était aussi ciselé que ses jugements, un témoignage des innombrables vies qu'il avait changées d'un coup de marteau. Le prévenu, Ryan Hale, 24 ans, se tenait à la table de la défense, les mains légèrement tremblantes mais le regard assuré. Il portait le genre d'expression qui naît d'une vie entière passée à essayer de faire ses preuves. Ryan avait toujours clamé son innocence, même lors de son arrestation pour le braquage d'une bijouterie qui avait laissé un homme gravement blessé. Mais aujourd'hui, sa voix n'aurait aucune importance. Monsieur Hale, commença le juge Brewer, sa voix de baryton grave emplissant la salle, vous avez été reconnu coupable par un jury de vos pairs de crimes qui ont causé un tort irréparable à cette communauté. Vos actions n'ont pas seulement été imprudentes, elles ont été calculées, et vous n'avez montré aucun remords. La mère de Ryan, assise au dernier rang, étouffa un sanglot. Elle avait supplié le tribunal de le voir comme plus qu'un simple numéro de dossier, de prendre en compte le garçon qu'elle avait élevé, celui qui avait jadis rêvé de devenir pompier. Mais les preuves avaient parlé plus fort, des témoignages oculaires, des images de vidéosurveillance et un tuyau anonyme avaient scellé son destin. Je vous condamne par la présente à 60 ans de prison d'État, déclara le juge Brewer, son marteau s'abattant sur le bloc de chêne. Le son résonna, définitif et absolu. Ryan resta immobile, les lèvres pincées en une fine ligne, comme s'il retenait des mots qu'il savait ne jamais rien changer. La salle explosa en halètements, chuchotements et le froissement des journalistes prenant des notes, mais pour Ryan, le monde était devenu silencieux. Il se tourna pour regarder sa mère une dernière fois avant d'être emmené, le bruit de ses pas enchaînés s'estompant dans le couloir. Le juge Brewer retourna à son bureau, fermant la porte pour étouffer le bruit. Il se servit une tasse de café noir, fixant le liquide tourbillonnant comme s'il recelait une réponse. La journée avait été longue, mais la justice, telle qu'il la concevait, avait été rendue, du moins le pensait-il. Il était loin de se douter que la vérité qu'il venait d'enterrer ne tarderait pas à refaire surface, refusant de rester enfouie. Le procès avait été mémorable. Les médias locaux l'avaient surnommé l'affaire du braquage et il avait dominé les gros titres pendant des semaines. Le crime lui-même avait été un spectacle, un homme armé et masqué avait fait irruption chez Carter S. Jeweler, au centre-ville de Fresno, un jeudi après-midi animé, brandissant une arme et s'enfuyant avec plus de 150 000 $ de biens volés. Le chaos avait laissé un employé, Samuel Gane, luttant pour sa vie après avoir été blessé par un tir croisé. Ryan Hale, un mécanicien à temps partiel sans casier judiciaire, avait été arrêté 2 semaines après le vol. Un appel anonyme avait alerté les autorités, affirmant que Ryan correspondait à la description du suspect vu en fuite. L'accusation avait dressé un tableau accablant, le liant aux biens volés retrouvé dans une unité de stockage enregistrée sous son nom. L'avocat commis d'office de Ryan avait eu du mal à progresser face à la montagne de preuves, il y avait les images granuleuses de la caméra de surveillance montrant un homme de corpulence et d'allure similaire, des témoins oculaires qui juraient avoir reconnu la voix de Ryan, et, peut-être le plus accablant de tous, des empreintes digitales trouvées sur l'arme laissée sur les lieux. Pourtant, Ryan avait maintenu son innocence. « Je n'ai pas fait ça », avait-il déclaré au jury lors de son témoignage. « Je n'étais nulle part près de ce magasin. Je n'ai même jamais touché une arme. » Son alibi, affirmant qu'il travaillait en double poste au garage ce jour-là, s'était effondré sous l'examen minutieux lorsque son patron avait admis à la barre qu'il ne pouvait pas vérifier l'emploi du temps de Ryan pour toute la journée. Les plaidoiries finales de l'accusation avaient été aussi incisives qu'impitoyables. « C'est un homme qui pensait pouvoir déjouer la loi », avait déclaré le procureur, arpentant la salle devant le jury. Mais les preuves ne mentent pas, les empreintes digitales ne mentent pas, les témoins ne mentent pas, en revanche, la défense de Ryan semblait faible, presque vaincue. « Mesdames et messieurs les membres du jury, » avait plaidé son avocat, il y a des lacunes dans cette affaire, des doutes. N'est-ce pas suffisant pour accorder à ce jeune homme le bénéfice du doute? Mais sa voix manquait de conviction et le jury n'avait pas été convaincu. La délibération fut rapide, moins de 3 heures.
Le verdict, coupable de tous les chefs d'accusation. Ryan n'a pas scié lorsque le président du jury a lu la décision, mais le serrement de sa mâchoire trahissait la tempête qui faisait rage en lui. Le juge Brewer, impartial comme à son habitude, se préparait à prononcer une sentence qu'il estimait justifiée. Il avait vu des criminels endurcis dans sa salle d'audience, des hommes qui maîtrisaient l'art de la manipulation. Pour lui, Ryan n'était pas différent. Son regard balaya la salle d'audience avant de se poser sur Ryan, comme s'il cherchait le moindre signe de remords ou de rédemption. Quand la sentence fut prononcée, ce fut comme si la salle elle-même exhalait un soupir. Pour les victimes et leurs familles, ce fut un soulagement, pour Ryan et sa mère, la dévastation. Le système avait parlé, et il était impitoyable. Mais alors que le juge Brewer signait les documents de condamnation plus tard dans la soirée, une faible lueur de quelque chose le troubla, un sentiment lancinant qu'il ne parvenait pas à identifier. Il écarta cette pensée, l'attribuant à la fatigue. Ce que le juge Brewer ignorait, c'est que le procès n'était que le début. La véritable histoire l'attendait, cachée à la vue de tous, et elle était sur le point de tout changer. Cela commença un mercredi soir des plus ordinaires. Le juge Brewer était assis dans son bureau, la douce lueur d'une lampe de bureau éclairant les piles désordonnées de mémoires juridiques et de dossiers d'affaires. La retraite lui trottait dans la tête ces derniers temps, mais ce soir, il y avait du travail à faire. Un nouveau dossier concernant une inconduite policière était arrivé sur son bureau, et les allégations étaient suffisamment graves pour mériter une attention particulière. Alors qu'il feuilletait les documents, quelque chose attira son regard, un registre de preuves d'une enquête antérieure. Au début, ce ne fut qu'un coup d'œil rapide, un détail insignifiant dans la mer de paperasse, mais ensuite un nom lui sauta aux yeux, Ryan Hale. Brewer se renfonça dans son fauteuil en fronçant les sourcils. Il n'était pas rare que des noms refassent surface dans des affaires sans rapport, mais cela semblait différent. Il tourna la page, le pouce accélérant. Le registre détaillait l'inventaire d'un casier de preuves de la police, listant les objets confisqués lors d'une enquête de vol distincte qui avait eu lieu à peu près au même moment que l'affaire de la bijouterie Carter. Un objet se distinguait, une arme à feu. La description correspondait à l'arme utilisée lors du vol pour lequel Ryan avait été condamné. Le problème, cette arme n'avait pas été présentée comme preuve lors du procès de Ryan. En fait, elle n'avait pas été mentionnée du tout. Brewer se pencha en avant, le poids de sa découverte. En y regardant de plus près, il a recoupé le numéro de série avec les documents du procès, encore frais dans sa mémoire. C'était une correspondance exacte, même modèle, même rayure sur le canon. Mais le rapport affirmait que cette arme avait été saisie lors d'une arrestation sans lien avec l'affaire, 2 jours après le vol. « Comment est-ce possible » murmura-t-il à voix basse. Son cœur s'emballa tandis qu'il en démêlait les implications. Si cette arme avait été sous garde policière, elle n'aurait pas pu être utilisée lors du vol de la bijouterie Carter. Et si ce n'était pas l'arme, alors à qui appartenaient les empreintes digitales? Il ne pouvait pas se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Brewer avait passé des décennies à naviguer dans le labyrinthe du système juridique et il savait à quel point les détails cruciaux pouvaient facilement être enfouis. Mais ce n'était pas une erreur, cela semblait intentionnel. Déterminé à obtenir des réponses, il réclama le dossier complet de l'affaire de vol sans lien. Il arriva le lendemain matin, un épais dossier débordant de rapports de police, de photographies et de déclarations de témoins. Plus Brewer creusait, plus les fils de l'affaire commençaient à se démêler. L'officier qui avait procédé à l'arrestation dans l'affaire non liée était le même détective qui avait témoigné lors du procès de Ryan. Et puis il y avait le tuyau anonyme. Brewer y avait à peine prêté attention pendant le procès, mais maintenant, cela semblait étrangement suspect. Il demanda une assignation pour les registres de la ligne d'information, son malaise grandissant d'heure en heure. Lorsque les documents arrivèrent enfin, le sang de Brewer se glaça. L'appel ne provenait pas d'un citoyen lame. BDA, il avait été émis depuis un téléphone prépayé enregistré au nom du même détective. Les murs de son bureau semblèrent se refermer sur lui tandis que la réalisation le frappait de plein fouet, Ryan et il avaient été piégés. Les preuves avaient été manipulées, les témoignages orchestrés. L'estomac de Brewer se noua alors qu'il pensait à la sentence de 60 ans qu'il avait prononcée, à la vie brisée d'un jeune homme qui aurait pu être innocent depuis le début. Brewer s'était toujours enorgueilli de faire respecter la loi, mais maintenant, la loi lui semblait être du sable mouvant sous ses pieds. Il savait ce qu'il fallait faire, mais le chemin à parcourir était semé d'embûches. Alors que le poids de sa découverte s'installait, Brewer fit un choix, il creuserait plus profondément, quel qu'en soit le coût. La vérité l'exigeait, et il n'allait pas la laisser s'échapper.
Le juge Brewer n'avait pas beaucoup dormi depuis qu'il avait découvert les incohérences dans l'affaire Ryan Hale, ces matins. Ses journées commençaient avec des piles de documents juridiques et ses nuits se terminaient avec un carnet rempli de notes griffonnées à la hâte, mais plus il enquêtait, plus le tableau s'assombrissait. La première fissure dans le mur est apparue quand Brewer a rencontré un ancien collègue, l'enquêteur à la retraite Daniel Hay, autour d'un café dans un petit restaurant faiblement éclairé en bordure de l'autoroute 99. Brewer a exposé ses découvertes. Hay, un homme au comportement direct et pragmatique et au flair pour débusquer la corruption, écoutait attentivement. Ce n'est pas juste de la négligence, Malcolm, a dit et en repoussant sa tasse de café. Si ce que tu dis est vrai, quelqu'un a fait de gros efforts pour s'assurer que ce gamin endosse la faute. Brewer a hoché la tête sombrement. J'ai besoin de preuves, Dan, des preuves solides. Et a accepté d'aider. En quelques jours, les deux étaient plongés jusqu'au cou dans les dossiers de police, les témoignages et les mémos internes. Ce qu'ils ont trouvé était stupéfiant, des rapports falsifiés, des registres de preuves manquants et des déclarations de témoins qui avaient été modifiées pour correspondre au récit de l'accusation. Un témoin en particulier a attiré l'attention de Brewer, un employé de magasin qui avait initialement identifié un autre homme comme le suspect avant de changer plus tard sa déclaration pour impliquer Ryan. Et a retrouvé l'homme dans un petit appartement en périphérie de la ville. Quand ils l'ont confronté, son histoire a jailli. Je ne voulais pas le faire, a avoué l'homme, les mains tremblantes, mais le détective Lewis, il m'a fait pression. Il a dit que si je ne le faisais pas, je serais arrêté pour obstruction à la justice. Je n'avais pas le choix. Détective Lewis. Ce nom a envoyé une vague de colère à travers Brewer. C'était le même officier qui avait soumis la fausse information et dissimulé les preuves. Alors que Brewer ait enquêté plus avant, ils ont découvert un schéma. Lewis avait un historique de tactiques douteuses, intimider des témoins, fabriquer des preuves et extorquer des aveux. Pourtant, son dossier restait vierge, protégé par des couches de paperasse bureaucratique. La percée est venue quand Hay a réussi à récupérer des emails supprimés du compte de police de Lewis. Un email en particulier se démarquait, il était adressé au procureur et détaillait un plan pour assurer une condamnation dans l'affaire du bijoutier Carter. 6 juin se trouvait une liste de preuves fabriquées et de déclarations de témoins falsifiées. Brewer a ressenti une vague de rage en lisant l'email, le système même auquel il avait consacré sa vie était pourri jusqu'à la moelle. Et pourtant, il n'y avait pas de temps pour le désespoir. Il avait la preuve. Il devait agir, mais révéler la vérité ne serait pas facile. Lewis avait de puissants alliés au sein du département, et Brewer savait que rendre l'affaire publique pourrait lui coûter tout, sa carrière, sa réputation, voire sa sécurité. Pourtant, en pensant à Ryan Hale, incarcéré pour un crime qu'il n'avait pas commis, la décision fut claire. Nous rendons l'affaire publique, dit Brewer à un soir alors qu'ils passaient en revue leur découverte, quoi qu'il en coûte. Le lendemain, Brewer déposa une requête pour rouvrir le dossier de Ryan, y joignant les preuves accablantes contre Lewis. Cette requête provoqua une onde de choc au palais de justice, mais Brewer n'en avait pas fini. Il déposa également une plainte formelle auprès du ministère de la Justice, demandant une enquête indépendante sur Lewis et le département de police de Fresno. La réaction fut rapide. Brewer reçut des menaces anonymes lui intimant de cesser ses actions, ses collègues prirent leur distance, et les médias commencèrent à remettre en question ses motivations. Mais Brewer resta inébranlable. La vérité était désormais révélée, et il n'y avait pas de retour en arrière-poste. Mais à mesure que la tempête s'intensifiait autour de lui, Brewer réalisa que le combat était loin d'être terminé. Les batailles les plus difficiles restaient à venir. Les répercussions de la requête du juge Brewer furent immédiates et explosives. Les gros titres locaux hurlaient des accusations de corruption au sein du département de police de Fresno, et l'indignation publique se propagea comme une traînée de poudre. Pour la première fois depuis des décennies, Brewer ressentit le poids de l'examen minutieux directement braqué sur lui. Certains le qualifiaient de héros pour avoir cherché la justice, d'autres le dépeignaient comme un traître au système qu'il avait juré de défendre. Mais ce n'était pas seulement l'opinion publique qui se retournait contre lui. Brewer commença à recevoir des appels téléphoniques à des heures indues, un silence pesant à l'autre bout avant que la ligne ne se coupe. Un matin, il sortit pour trouver les pneus de sa voiture crevés, un message grossier gribouillé sur le pare-brise, « Lâche l'affaire ou gare à toi ». Brewer connaissait les risques de poursuivre la vérité, mais il ne s'attendait pas à ce que les menaces s'intensifient si rapidement. Il refusa néanmoins d'être intimidé, il avait vu trop de vies ruinées par le genre de défaillance systémique qu'il affrontait maintenant. Le visage de Ryan hantait ses pensées,
jeune, déterminé et d'une résignation déchirante face à un destin qu'il n'avait pas mérité. Pendant ce temps, le détective Lewis ne comptait pas se laisser faire sans combattre. Par l'intermédiaire de son avocat, Lewis nia les allégations, affirmant que la requête de Brewer était une attaque sans fondement visant à ternir sa carrière. Ce n'est rien d'autre qu'une vendetta, a déclaré Lewis lors d'une interview télévisée, son comportement raffiné contrastant fortement avec les preuves de plus en plus nombreuses contre lui. Brewer a regardé l'interview depuis son salon, sa mâchoire se serrant de frustration. Les mensonges étaient audacieux et calculés, mais il avait quelque chose que Lewis n'avait pas, la vérité. À mesure que l'enquête progressait, et a déterré une preuve cruciale, des images de caméras de sécurité provenant d'un parking près de la bijouterie, enregistrées le jour du vol. Les images, qui n'avaient inexplicablement jamais été soumises lors du procès, montraient un homme correspondant à la description physique de Lewis quittant les lieux avec un sac de sport. Le cœur de Brewer battait la chamade alors qu'il examinait la bande. Ce n'était pas seulement disculpatoire, c'était accablant. Avec cela, les pièces du puzzle s'assemblaient. Le vol n'avait pas été un acte de violence aléatoire, il avait été orchestré par Lewis lui-même. L'étape suivante était claire mais dangereuse. Brewer a demandé une audience d'urgence pour présenter les nouvelles preuves. La salle d'audience était tendue alors que les images étaient diffusées sur un écran devant une galerie bondée. Des halètements ont parcouru la foule à mesure que la réalisation s'imposait. Cet homme, a dit Brewer en désignant l'écran, est le même détective qui a mené l'enquête contre Ryan Hale. Il a manipulé les preuves, contraint des témoins et piégé un homme innocent pour couvrir ses propres traces. La réaction a été immédiate. Les journalistes se sont bousculés pour immortaliser le moment, leur flash illuminant la salle d'audience comme des stroboscopes. Lewis, assis dans la galerie avec son avocat, avait l'air pâle mais défiant. « Vous faites une erreur, Brewer », a-t-il sifflé alors qu'il était escorté menottes au poignet. « Vous ne savez pas ce que vous avez déclenché. » La confrontation a laissé Brewer secoué mais résolu. L'affaire était maintenant entre les mains d'une cour supérieure et la condamnation de Ryan et il était en cours de réexamen. Mais Brewer savait que ce n'était pas la fin, ce n'était que le début d'une bataille bien plus vaste. Alors que la salle d'audience se vidait, Brewer a réalisé le poids de ce qu'il avait découvert. La vérité était révélée, mais la lutte pour la justice était loin d'être terminée. Des semaines plus tard, le juge Brewer était assis dans la même salle d'audience où Ryan Hale avait été condamné, mais cette fois, l'atmosphère était différente. La galerie était remplie de journalistes, d'activistes et de la famille de Ryan, tous attendant que le juge président le nouveau procès rende une décision. Ryan, maintenant plus mince et visiblement vieilli. Libéré de sa peine de prison, il était assis tranquillement à la table de la défense, malgré les preuves, sa posture était ferme, son regard inébranlable. Brewer sentit une boule se former dans sa gorge en regardant le jeune homme qui avait été au centre de cette tempête, qui avait tant enduré pour un crime qu'il n'avait pas commis. Les preuves que Brewer avait mises au jour étaient irréfutables, les images de surveillance, les rapports falsifiés, les témoignages contraints, tout c'est. Elle a pointé vers un réseau de corruption qui avait piégé Ryan et protégé les vrais criminels. Alors que le juge président annonçait la décision d'annuler la condamnation de Ryan, la salle éclata en applaudissements et en larmes. Ryan se leva, les mains tremblantes, tandis que sa mère se précipitait pour l'étreindre. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Brewer, assis tranquillement au fond de la salle d'audience, s'accorda un rare sourire, justice avait enfin été rendue, mais le chemin avait eu un prix. Dans les jours qui suivirent, les répercussions se firent sentir loin à la ronde. Le détective Lewis fut confronté à des accusations criminelles pour ses actes, et une enquête indépendante sur le département de police de Fresno révéla une culture de corruption qui avait sévi sans contrôle pendant des années. L'affaire suscita des appels nationaux à la réforme, le rôle de Brewer devenant un cri de ralliement pour la responsabilisation au sein du système judiciaire. Malgré les éloges, Brewer restait introspectif. Il savait que cette victoire n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Le système auquel il avait autrefois fait confiance était imparfait, mais il n'était pas irréparable, et il était déterminé à passer le reste de sa carrière à se battre pour l'améliorer. Quant à Ryan, son parcours ne faisait que commencer. Libéré du fardeau d'une condamnation injuste, il jura de consacrer sa vie à aider d'autres personnes emprisonnées à tort. Son histoire devint un phare d'espoir pour ceux qui croyaient au pouvoir de la résilience et à la quête de la vérité. L'histoire de Ryan Hale et du juge Brewer est un puissant rappel que la justice n'est pas infaillible. Elle exige de la vigilance, du courage et une volonté d'affronter des vérités inconfortables. Si cette histoire vous a ému,
envisagez de soutenir les organisations qui œuvrent pour libérer les personnes condamnées à tort et plaident en faveur d'une réforme systémique. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui inspirent et remettent en question notre façon de voir le monde, car parfois, la lutte pour la justice ne se termine pas au tribunal, elle y commence.